tac, tac, tac. Ah voilà, ça c'est des chiffres pour toi. Non, ça c'est pas une étude posturale, ça c'est le merde, excuse-moi. Si je peux partager non, mais mon opinion tu as raison. Ah ouais, c'est pas si dingue. Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qui je pense va intéresser beaucoup de monde puisqu'on va s'attarder sur la position sur le vélo. Le vélo en triathlon c'est une grande partie de l'épreuve, surtout quand on va sur les longues distances. Donc être bien positionné, être puissant sur son vélo, c'est des choses qui nous intéressent. Il y a beaucoup pas de stéréotypes mais de fausses idées peut-être et d'idées reçues exactement qu'on a sur la position. Et aujourd'hui, on a un expert à notre côté pour pouvoir nous répondre à toutes nos questions. Samuel, bonjour à toi. Tu nous as fait les positions juste précédemment et là maintenant tu vas pouvoir répondre à nos questions. Donc bonjour à toi et puis merci de prendre le temps de nous partager ton expertise. Je m'appelle Samuel Weaver. En fait, je viens des États-Unis, j'habite en France depuis 16 ans. J'étais formé il y a 22 ans maintenant pour les études posturales par deux professionnels aux États-Unis qui étaient assez connus. John Howard pour les vélos de triathlon et de route et aussi un monsieur qui s'appelle Paul Swift qui a fait toutes les études posturales pour Greg LeMond quand il a gagné le Tour de France. Donc ma formation c'était avec eux. Mais nous, on ne s'arrête jamais là. En fait, on est toujours en apprentissage. En 22 ans, il y a beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de bases de données pour les puissances et tout ça. Donc, on est toujours en train d'apprendre. Ça, c'est intéressant parce que en fait, le bike fitting, c'est rien d'autre que de la biomécanique. Et du coup, comme toutes les sciences, ça évolue. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que l'on dit aujourd'hui ou que l'on fait faire ou en tant que... beaucoup de bikefitters continuent à reproduire, qui datent depuis 20, 30, 40 ans, alors qu'aujourd'hui, on a des données qui montrent que ça serait mieux de faire différemment. Oui, bien sûr, c'est le cas parce que déjà maintenant qu'on peut mesurer beaucoup plus facilement le wattage donc la puissance pure d'un cycliste, c'est beaucoup plus facile d'adapter les choses à le corps humain au lieu de dire ça c'est une règle, il faut suivre cette règle. Par exemple, à l'époque, il faut clouer les cales en ligne avec le premier métatarse. À l'époque, c'était un peu le principe, mais bien sûr, ça fatigue le pied beaucoup plus. Donc, bien sûr, avec du temps, ça a évolué avec les gens qui ont suivi la science. Surtout pour les triathlètes, le placement des cales, c'est primordial pour tout le monde, sans aucun doute. Mais pour les triathlètes sur une CLM, c'est même plus important d'avoir cette cale le plus placée vers le centre-axe de le pied que possible. D'accord. Et donc, dès que tu places ça plus en arrière, qu'est-ce qui se passe? Le pied est le plus stable. Et qu'est-ce qui se passe quand on stabilise le pied et le cheville qui va avec? Tu es plus stable là, sur le pédale, sur le selle. Et tu as moins d'amplitude, plus de stabilité, plus de fraîcheur, plus de vitesse, plus de watts, tout est mieux. De revenir sur la référence de Jan Frodeno que tout le monde connaît comme champion du monde. Son cale, chez Bant, il a fabriqué une chaussure exprès pour lui. Si tu regardes lui et l'Allemagne, Daniel Olive, leurs cales, ils sont presque au milieu de centre-axe de le pied. D'accord. Parce que le plus que tu ajoutes de distance, c'est comme en course à pied, j'ai fait cet exemple, que si tu fais en course à pied 100 mètres, 200 mètres, jusqu'à peut-être 400 mètres, tu es sur l'avant-pied. Dès que tu ajoutes de distance, qu'est-ce qui se passe? On attaque avec le milieu du pied. On fatigue beaucoup moins, on a plus de capacité de frotter le sol plus longtemps. Et aussi, bien sûr, je peux te demander que toi, tu te mettes debout sur tes doigts de pied maintenant et demander de rester là pendant 2 heures. Tu me dis si tu vas être fatigué ou pas. Aussi, une autre chose, si tu me permettre, c'est aussi les chiffres. Donc, ça veut dire les mesures. Chez nous, on mesure une chose, ça c'est le largeur des épaules entre l'acromion et l'acromion, d'être sûr que tu as le bon alignement de les mains sur un vélo de route, pour un guidon de route. Autrement, tu ne peux pas baser sur un chiffre, on dit, parce que le dynamisme et la capacité musculaire et physique d'un corps humain, c'est inchiffrable en fait. Et donc, dès que tu écoutes beaucoup plus la personne qui est devant toi et tu comprends comment il pédale et qu'est-ce qu'il a besoin, ça nous aide énormément de positionner plus que si on utilise un chiffre en fait. Aujourd'hui, on a un bon exemple avec une
une étude posturale sur Rebecca et une étude posturale sur moi. Est-ce qu'il y a des différences qui sont principales et récurrentes entre une posture chez les filles, une posture chez les hommes? Est-ce que le vélo, tu l'adaptes de certaines manières? Est-ce qu'au niveau des périphériques, il y a des changements? C'est une très bonne question. Bien sûr, les filles, comme ils sont plus fins en général, avec les épaules moins larges, si on parle d'un vélo de route, bien sûr, où c'est plus facile d'adapter le cockpit à leur morphologie, les filles, souvent, on est 36 ou 38 en termes de largeur de guidon. Très souvent, et beaucoup des vélos, ils sont toujours vendus avec un 40 ou 42, c'est débile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps où le monde est tellement machismo, tellement ciblé côté homme, que les filles, ils sont obligés de faire plus d'adaptation à leur vélo de route. Quand même, les CLM, c'est totalement différent. Les vélos de triathlon, c'est totalement différent où tout est tellement déjà facile à régler et tellement que c'est chaque personne pour soi, c'est juste totalement unique à chaque personne. N'importe leur sexe, tout est pareil dans le sens qu'on adapte le vélo à leur morphologie et leur capacité physique. Et je m'en fiche si tu as un vagin ou un bite, on y va. Donc, excuse l'expression. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont plus faciles à adapter pour les femmes que pour les hommes et l'inverse. Parce que les hommes, on s'assoit bien sûr sur le tissu qui est plus rigide parce qu'on peut dégager en fait le scrotum et tout le reste. Où les filles, ils sont, dès qu'il a cette capacité de faire une rotation du bassin pour vraiment attaquer le pédale, où cette stabilité du bassin il est vraiment sublime, il a plus d'appui aux zones vaginales, ou bien sûr ça peut être très douloureux pour certaines filles. Et donc ça, c'est un petit peu plus sensible. Surtout pour les filles, le choix de selle. Tout se passe au niveau de la selle. Ouais, exactement. Bon, tout le reste, c'est facile à adapter, mais le selle, c'est tellement personnel et surtout pour certaines filles, c'est hallucinant. Mais autrement, c'est vraiment, chaque personne est unique et je m'en fiche de le sexe. Ok, j'ai juste envie d'extrapoler sur la géométrie des cadres, de ce que je peux comprendre, parce que tu sais, il y a... Alors, du coup, toi, tu fais des bike fittings, je ne sais pas si c'est forcément le sujet, mais il y a des cadres hommes, des cadres femmes. Si. Est-ce qu'en fait, au final, il y a une vraie différence, ou est-ce que par rapport à un cadre homme, juste, tu l'as dit, changer les périphériques, la largeur de la potence, la potence du cintre, la selle, et du coup, par exemple, les manivelles pour Rebecca. Est-ce que justement, cette gestion des périphériques par rapport à un cadre qui peut être dit homme, ça peut être suffisant en fait au final? C'est très intéressant l'évolution de mon réponse pour cette question. Parce que à l'époque, dans les années 2000, entre 2000 et 2005, quand j'étais en Los Angeles, on a eu tellement une évolution des choses que les vélos que pour les filles, poussés vraiment loin par Trek et par Specialized, les deux grosses boîtes américaines. Qui était très intéressant parce qu'il a dit ouais les filles et c'est normal on va dire que c'est assez correct pour que les filles il a les bustes et les bustes plus longs et les bras plus courtes et donc il faut qu'on adapte la géométrie pour les filles. Maintenant avec les nouvelles beaucoup plus des nouveaux capacités de comprendre la capacité pour le corps humain d'interagir avec la machine, que la géométrie du vélo, c'est pas aussi important que ça, que c'est, comme tu as dit, beaucoup plus des périphériques qui va avec. Donc, bien sûr, même maintenant, Specialized, par exemple, il a commencé de faire des géométries qui est une géométrie pareille sur les vélos hommes et femmes. C'est juste les couleurs et les appuis qui sont différents maintenant. Le selle qui est féminine, le large du guidon moins large, une potence plus forte. En gros, moi je te donne la sensation que j'ai sur le vélo. C'est ça que je veux. Genre je trouvais que je prenais beaucoup sur les quadriceps. Ah, mais oui. Et en gros, genre, j'arrivais même pas à activer ma chaîne postérieure, tu vois. Ah, okay. Et du coup, je l'ai reculé là. Ouais. Et puis en plus, ça commençait un peu à tirer ici parce que pas de renfou, machin. Ouais. Bref. Et là, par contre, quand je suis comme ça, alors j'ai regagné un peu de watts. Parce que du coup, j'active un peu plus ma chaîne postérieure. Ouais. Okay. Par contre, la sensation que j'ai, je suis pas du tout à l'aise. Okay. Et genre, j'ai envie de me projeter vers l'avant, tu vois. Ouais. C'est comme si j'étais vers l'arrière. Et ouais. J'aurais envie de me projeter. Voilà. C'est un peu la sensation. Donc, on va voir d'où on vient. Regarde devant. Regarde devant, c'est ça. Quand tu es vraiment en train de regarder sur la route. Moi, je regarde pas où je vais, parce que on prend le même principe sur le Rebecca, dans le fait que
Je ne vais pas hyper loin, c'est juste la position des pieds qui est tellement merdique que ça enchaîne sur tout le reste. Ok. Bien sûr, cette position devant, on est un petit peu trop basse avec les bras et on n'est pas assez loin avec les bras. Ce que je trouve en comparaison avec d'autres choses que j'ai pu voir, c'est vrai que dans ta méthode, on peut dire que c'est comme s'il y avait différentes méthodes en fait, dans le bikefitting. Dans ta méthode, tu es vachement dans la prise de feedback et en fait on se rend compte que le corps il a des sensations et qu'en général il se trompe quand même rarement quand tu es sur un vélo. Quoi. Quand tu es bien posé dessus, Ouais. tu te rends compte que tu es bien posé dessus. Voilà. Et aussi, c'est aussi important de ne pas oublier que ça dépend des questions qui sont posées parce que si tu as quelqu'un qui te pose une certaine question et tu ne peux pas être sûr de leur réponse, il faut reposer une autre question pour essayer de trouver leur réponse sans ajouter, bien sûr, un effet placebo. Je suis toujours sur une petite marge de est-ce que si je donne cette info à cette personne, est-ce qu'il va prendre ça comme en disant ah oui, ça c'est tellement mieux, ça c'est tellement bizarre. Non, c'est petit à petit avec certains gens. Les gens, on va dire, si on parle de toi, Tristan, tu connais bien ton corps. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire mon boulot parce que tu connais hyper bien ton corps. On a plusieurs filles qui sont sur l'équipe de France de triathlon. Ils passent avec le nouveau vélo chaque année. Il y a un changement de selle, des choses comme ça parce qu'ils sont sponsorisés. Et là, en 5 minutes, on a l'étude, même s'ils sont pros et on grappille pour les petites choses, parce qu'ils peuvent me dire juste comme ça, facilement comment ils sont, parce qu'ils étaient déjà bien avant. Et c'est ça qui est chouette, parce que dès que tu commences à trouver cette solution d'être vraiment, vraiment à l'aise, tu ne veux pas revenir en arrière. Et du coup, le bike fitting, c'est évidemment pour tout le monde, débutant ou pas débutant, mais par contre, il va falloir quand même avoir un peu d'expérience à vélo pour avoir au moins des sensations et savoir ce qui marche pas. Ou alors, dès que tu achètes un vélo, c'est la première fois que tu te mets sur vélo de route, tu te dis, je commence dès à présent. Ouais, très, très bonne question en fait. Bien sûr, on veut que tout le monde profite de A à Z avec le vélo depuis le début. Donc, si tu ne connais pas ton corps encore, bien sûr, on va te guider parce qu'on demande cette question quand tu viens, en fait. On prend toute ton histoire médicale, on prend toutes les infos sportives sur toi. Pour n'importe quelle personne qui est nouveau dans le cyclisme, on peut les guider d'être bien et ensuite d'être bien sur leur vélo. Et ensuite, comme j'avais dit tout à l'heure, bien sûr, pour nous, c'est toujours le point de départ et pas le point final. Il faut créer une histoire ensemble avec chaque personne. Pour qu'ils comprennent que peut-être ça va changer. Et donc, bien sûr, quand tu es nouveau dans le cyclisme, commencer dans la bonne position, comme ça, tu ne blesses pas. Oui. Ça, c'est la règle numéro 1 pour nous, c'est de guider quelqu'un pour qu'il ne blesse pas, pour qu'il puisse profiter au bout de leur trip. Ça veut dire que je pense que c'est un mythe qui existe beaucoup dans le vélo. Je pense qu'il y en a énormément qui pensent que la position sur un vélo, elle est immobile et qu'en fait chacun a sa position parfaite où il n'aura aucune blessure, où il sera ultra performant, où j'en sais rien, et qu'en fait cette position-là elle est unique, alors qu'en réalité, je pense, et tu peux m'infirmer ou confirmer, qu'il y a plusieurs positions sur un vélo, et peut-être que justement elle va être modifiée en fonction de la distance qu'on va vouloir faire, peut-être des blessures que l'on a, ouais. Des choses comme ça, non ? Exactement, absolument. Bien sûr, les choses s'amorphent un petit peu avec du temps et avec tes capacités physiques, et bien sûr ton gainage et aussi tes poids. Donc, comme peut-être on va discuter les selles, mais comme les selles, chacun ses fesses, chacun sa selle, parce que bien sûr, chaque personne porte le bassin dans un autre sens à un autre. Tu ne peux pas mesurer tes ischions, tu peux, mais ça ne sert pas à grand-chose, parce que c'est vraiment comment tu tiens sur le vélo et comment tu pousses les pédales qui nous donne la capacité de savoir si tu es confortable sur une selle ou pas. Donc, oui, bien sûr, avec tous les mythes qui circulent comme ça, il n'y a pas une règle. Et c'est ça qui est beau et à la fois méchant. Parce qu'il faut avoir de l'expérience, ou d'être guidé par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, d'avoir l'œil, de capter les toutes petites choses qui amènent ton athlète sur le prochain pas du podium. C'est ça, parce que autant il n'y a pas de position précise, autant en fait au final pour par exemple des cyclistes amateurs avec des amplitudes de mouvement de peut-être 5 mm, 1 cm, ils peuvent très bien s'en sortir et pédaler, et en fait ça leur suffit et ça leur suffira toute leur vie. Ouais. Par contre c'est vrai qu'après quand on va chercher de l'expertise et quand on va chercher de la professionnalisation même, c'est là où on se rend compte que 1 mm, 1 demi-millimètre,
dans ces cas-là, ça peut faire une grosse différence. Oui, tout à fait. Surtout pour les gens qui commencent à cibler une certaine hauteur sur le podium. De capter 1% ou 2 maximum, on a la chance. Mais ça, c'est l'affinement total qui est vraiment chouette pour nous, bien sûr, de trouver cet juste équilibre de tout, que l'aérodynamisme et la fluidité et la puissance, ça relié ensemble dans cette zone de perfection. On est toujours en train de chercher ça. C'est ça qui est chouette avec notre métier, et que quand tu travailles avec quelqu'un et tu dis jamais il faut que tu fais ça, sauf ton gainage, bien sûr. Sauf ça, c'est tellement important de laisser eux te guider pendant que tu les guides. Et c'est toujours un travail à deux, on dit. Il faut être humble, il faut être à l'écoute et en train d'apprendre avec chaque personne devant toi. Tout à l'heure, tu as dit, quand tu parlais de la position, que c'était un parfait mélange. Est-ce que justement tu peux nous dire, selon toi, alors là dans ce cas-là une position pour le triathlon, mais qu'est-ce que tu entends par mélange? Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles tu essaies de jouer pour faire une position? Le numéro 1, sauf notre petite règle de jamais blesser quelqu'un, est de chercher déjà le confort. Parce qu'avec le confort, deviennent les watts. Et dès que tu as les deux choses alliées, souvent l'aérodynamisme, ça suivra facilement. On peut dire que c'est de temps en temps plus ou moins difficile. Et là, c'est un challenge pour moi et j'accepte toujours. C'est chouette. Mais les clés est de vraiment être sûr que la personne, il est fluide. Et moi, j'écoute beaucoup le home trainer lui-même. En fait, le moteur sur le home trainer, pas le pneu sur le résisteur, mais le home trainer lui-même. Parce que chaque fois quand on fait un changement, je peux entendre la fluidité qui vient. Et donc, je suis à l'écoute à toi, mais aussi ma home trainer tout le temps. Et parce que dès que tu fais cette petite 2 mm ici, tu as une fluidité qui rentre et tu as parfait un compromis. Plutôt sans souci. Ah, yeah. Et maintenant que tu es un petit peu plus fermé, est-ce que tu as même l'envie de peut-être avancer les coudes un petit peu? C'est bon quand tu renvoies les... Là, je suis très bien. Donc si tu avances un peu le coup. Bah... Oh, tu es bien là. Ouais. Même sans bouger les tables. Là, je suis bien là. Ah ouais, ok, cool. Tu as même plus fermé, remettre le casque, parce que là, on a même... Ah non, là. Je vais être obligée de filmer de l'autre côté alors. Désolé. Mais non, c'est plus devant, mais... Ouais, c'est pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu as même plus fermé, je ne sais pas si tu vois, mais on a fermé totalement cet espace-là. Quand on a fait ça, ah ouais, c'est pas si dingue. Sans changer de vitesse, accélère les pieds. Écoute la fluidité de la machine. Ouais. Là, on sait qu'on n'a pas une contrainte. Il est beau parce que sa tête, il est à 1000% caché, tu vois. C'est hyper gros. Il n'y a rien pour le bon là. D'après toi, quelles sont les... Est-ce que tu vois des erreurs principales que les gens commettent quand, par exemple, ils règlent leur vélo eux-mêmes ou alors qu'ils se font régler leur vélo, des erreurs qu'il y a qui sont récurrentes? Oui, tout le temps. Bien sûr, le plus souvent, ce qu'on voit, c'est le placement des cadres vers l'avant-pied. C'est hallucinant que les gens ils suivent toujours cette règle, simplement parce que c'est... Démocratisé, je pense que personne n'en parle. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Moi non plus. Ah non? Non, vraiment. Mais c'est-à-dire que j'ai même pas vu un débat là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de gens qui sont au courant qu'eux pour dire moi je suis pas d'accord avec l'ancienne méthode. Ça vraiment pour moi c'était inédit quoi là. Les deuxièmes choses qu'on voit très souvent pour les gens qui commencent du cyclisme et que bien sûr le sel est beaucoup trop basse. Et souvent quand tu ajoutes les deux choses ensemble, donc
pied plus en arrière et le selle trop basse, tu as les gens qui ont hyper mal au genou, hyper mal au dos, parce que ça sollicite tellement plus de... on dit shear strength, ça veut dire il y a trop de gêne au niveau rotulien. Et cette charge, il a besoin d'aller quelque part, donc c'est dans le psoas ou dans le dos, dans le lombaire. Et donc, il y a beaucoup de monde qui rentre, ils sont comme les petits crapauds sur le vélo, tu vois. Ils pensent qu'ils sont bien, parce qu'ils ne connaissent pas les différences. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe qui est totalement aligné avec toi, parce que tout est aligné, c'est le fait que leurs bras, ils cherchent le guidon comme ça, avec leurs épaules qui avancent pour chercher des guidons, au lieu de baisser les coudes et les mains qui sont souples et légers. Comme on dit, comme tu joues le piano, on veut être gracieux sur un vélo. N'importe quel vélo, on veut être gracieux comme une ballerine. Le plus qu'on est gracieux comme une ballerine, le plus on fonce. Moi, je rajouterais bien une petite erreur, tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, des 2 études qu'on a pu faire, Rebecca et moi, on a eu le même problème et je pense que ça peut le faire chez beaucoup. C'est le fait que sur un vélo de triathlon, puisqu'on s'adresse principalement à des triathlètes, la volonté de vouloir être peut-être trop bas sur le guidon. Ouais. Oui, bien sûr, bonne question et merci de... Tu m'as rajouté quoi 3-4 cm et je suis pas plus haut qu'avant en fait. Et moi je sais pas combien tu m'as rajouté, mais je crois beaucoup. C'était 50 cm pour toi, 50 cm pour toi. Tout est comme ça, maintenant tout est comme ça. Tu m'as rajouté des mollets en fait. Oui, pour toi, c'était 2 cm pour le moment. Ouais. Mais oui, parce que bien sûr, avec de plus en plus d'expérience et de plus en plus de science, on a eu les gens qui a fait leurs études avec nous et ensuite passé dans une sifflerie pour optimiser l'aérodynamisme pur. Et on a la chance qu'on n'était pas vraiment loin. Donc, ça veut dire qu'on apprend de la base de données. On a vu dans les données que le plus qu'il monte ses bras et le plus que ça rentre devant le menton et le plus qu'il ferme ses coudes. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tu peux fermer de plus en plus et tu es toujours très stable, mais plus caché derrière les bras. Mais quand tu montes les mains et les bras, bien sûr, la tête, il ne bouge pas beaucoup et il rentre facilement et plus efficacement entre les omoplates, qui est plus aérodynamique, juste comme ça. Donc, tu as un peu la chance que tout te va ensemble. Donc, c'est comme ça que pour toi, pour tous les deux, on a monté les bras. Parce que dès que tu baisses comme ça, tu prends plus d'air. Dès que tu montes comme ça, tu es plus confortable, tu es plus à l'aise au niveau de les hanches et le psoas qui n'a pas besoin de monter le fémur aussi haut en comparaison avec le buste. Et donc, tu souffles mieux, tu respires mieux et tu es plus aérant. C'est ça, parce qu'en fait, sur une position, c'est important de montrer que en fait, la position du buste, qui reste en fait, au final horizontale, est dissociée de la position du bloc des bras et des omoplates. Et qu'en fait, on peut très bien remonter les bras, les omoplates, et donc du coup remonter sa position sans bouger en fait, au final la position du buste. Et avec tout ce que ça inclut, je pense qu'on montrera des vidéos, mais du coup, une liberté de mouvement un peu accrue, donc le fait qu'on peut rapprocher les coudes sans perdre en confort, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui, en fait, au final, on part du principe que l'on perd. Et juste le fait de le faire de la bonne manière, évidemment, parce que je suis pas sûr que juste en mettant des cales chez moi, ça aurait fait ça, mais juste le faire de la bonne manière, on gagne en aérodynamisme, on gagne en confort et on gagne largement en puissance avec tous ces petits changements. Tout est allié. Justement, là on parle des prolongateurs et je pense qu'il y a beaucoup de triathlètes amateurs donc, qui n'ont pas la chance d'avoir un vélo de contre-la-montre, donc, du coup qui rajoutent des prolongateurs sur le vélo. Comment est-ce que tu peux t'y prendre pour optimiser la position entre une position de route peut-être qu'ils peuvent utiliser sur leur vélo et une position sur prolongateur qu'ils peuvent rajouter? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un compromis entre les deux et d'être bien positionné sur l'un et sur l'autre? Oui, en fait, ce qu'on fait, on préfère toujours quand tu as un vélo de route, parce que la répartition des poids sur les deux types de vélos, c'est totalement différent. Parce qu'il y a un qui est adapté d'être en position aéro, donc tous les poids sur le devant et en suspension au-dessus du boîtier des pédaliers. Et donc les deux roues, il a besoin d'être déplacé vers l'avant pour que le vélo guide correctement et fluidement quand tu es en position aéro. Donc bien sûr, on parle plutôt d'un vélo de route où tu veux adapter pour un vélo CLM. Enfin, pour le triathlon, c'est un peu ça. Et nous, on fait ça tout le temps et c'est vraiment chouette. Parce que tu prends une position, donc on fait une étude posturale à part pour la position route, donc vraiment parce que c'est un vélo de route, on est obligé. Donc on optimise au maximum pour le route
Et ensuite, on adapte le prolongateur à rapport de la personne et leur capacité physique quand ils sont dans la position sur le vélo de route. Donc, main sur les cocottes, main en bas. Dès qu'on voit qu'ils sont à l'aise en bas du guidon, ça veut dire que si on met les prolongateurs, tout le buste et la tête, ils bougent presque à peine, et le bras, il monte sur le prolongateur. Et donc, de temps en temps, on met les cales, bien sûr, ça dépend de la longueur des bras et la capacité de la personne de vraiment être plus prononcée un petit peu. Mais normalement, à l'époque, on a démarré autour de 11 degrés avec les prolongateurs. Maintenant, on démarre autour de 18 jusqu'à 22 degrés. On a trouvé ça plus aéro et plus confortable pour les gens. Mais on coupe les prolongateurs beaucoup plus courtes pour que l'appui sur le bras, il est sur l'avant-bras ici, au lieu de sur les coudes comme sur un vélo CLM. Donc, tu n'as pas la même capacité de tourner les pédales dans le même sens. Mais en même temps, tu as l'aérodynamisme qui va avec et le confort. Et donc, on a beaucoup plus de monde, bien sûr, qui a un vélo de route adapté d'être confortable sur une paire de prolongateurs, avec les mêmes règles en place pour les prolongateurs, qui est juste adapté de cette position en route. Et comme ça reste très positif à guider, facile à monter. Il y a plus de monde qui roule comme ça que sur un vélo de CLM. Okay. Donc c'est possible, c'est possible d'avoir un bon compromis entre... Ah, 1000%. Ah, mais 1000%, tout est possible chez nous. Eh bien écoutez, merci Sam de nous avoir partagé toutes tes connaissances et de nous avoir ouvert ton magasin pour notre bike fitting. Moi ça va me servir parce qu'évidemment déjà là en quelques coups de pédale j'ai pu voir la différence et j'ai hâte de voir dans les semaines prochaines un peu les différences en termes de rapport de puissance et de confort que je vais pouvoir avoir. Au-delà de ça, j'espère que tous les gens qui ont pu regarder vont trouver ça aussi intéressant. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations que les gens vont pouvoir ramener chez eux. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui se posaient des questions et je sais que tu leur as donné la réponse, donc merci beaucoup. Sam, je répète, donc, Paris Bike Company, Paris Bike Co, à Malakoff, en région parisienne, si les gens ça les intéresse. Voilà. Je te laisse le mot de la fin de cette vidéo. Voilà, c'est gentil. Tu nous as régalé. Pendant toute la vidéo, je te laisse le mot de la fin. C'est ça qui est toujours chouette avec nous et nos clientèles et que sans aucun doute on crée un rapport et une histoire ensemble et c'est ça qui est toujours chouette. Et je vous remercie aussi d'avoir m'accordé cette confiance. Parce que c'est aussi ça, on donne confiance aux gens et ils nous donnent confiance aussi. Et ça, c'est toujours chouette. En tout cas, merci Sam, merci Paris Bike Co, merci aussi à mes collègues qui étaient là plus tôt. Avec Luis et Diego, bien sûr. Luis et Diego, c'est une importante partie de mon business et merci à eux aussi parce qu'il y a beaucoup d'expérience entre eux deux. Merci à eux aussi. Merci d'avoir me rappelé, Rebecca, c'est sympa. Merci, mais merci être mieux sur ton vélo, c'est toujours chouette. Ouais, c'est le bon mot. Peace. Salut tout le monde. Quand même, je préfère être plus conservateur en général parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait le devoir. Comme toi, Tristan. À ce moment-là. Oh, je viens de brûler. J'espère que ça va tourner sur le... Non, mais... non, je suis méchant.